Voyons l'enfant mineur, l'associé d'une société par action simplifiée. Peut-on donner des actions à l'enfant mineur? Bien sûr, oui, mais sous condition. Peut-on apporter des actions appartenant à l'enfant mineur? Oui, là aussi sous condition. Vendre des actions de la SAS appartenant à l'enfant mineur? Là aussi sous condition. Donc attention toujours au pouvoir de gestion des parents. On va distinguer les actes d'administration, les actes de disposition et les actes de conservation avec les régimes de protection de l'enfant mineur. Quelles sont les règles applicables au régime de l'administration légale, AL? L'enfant mineur et la SAS. On verra l'apport à la SAS, la cession d'actions appartenant à l'enfant mineur. Ensuite, faut-il l'accord des deux parents pour qu'un mineur soit associé, voire pour vendre aussi les actions appartenant à l'enfant mineur? Attention aux actes importants sur des actions. En principe, il faut l'accord du juge aux affaires familiales quand bien même les deux parents ont l'autorité parentale. Et deux mots sur la tutelle et la curatelle. Actes d'administration, de disposition, de conservation. Les actes d'administration, en principe, c'est un seul parent peut agir pour passer les actes d'administration. Un acte d'administration, c'est celui qui n'entraîne pas une modification importante du patrimoine. Les actes de disposition, en principe, c'est les deux parents, voire l'accord du juge aux affaires familiales. Il s'agit des actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, l'enfant mineur, pour le présent ou pour l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. Exemple, l'apport à société est un acte de disposition. La vente des actions appartenant à l'enfant mineur est un acte de disposition. Donc, en principe, il faut l'accord des deux parents, mais on va voir qu'il y a une disposition spéciale pour les actes de disposition sur des actions appartenant à l'enfant mineur. En principe, il faut l'accord du juge, sauf exception. Et les actes de conservation, un seul des parents peut passer les actes de conservation, donc qui préservent la valeur du patrimoine. Ici, vous avez un tableau résumant le régime de protection de l'enfant mineur non émancipé, qui a moins de 16 ans. Donc, régime de protection, quel est le représentant légal et quelle est la surveillance et le contrôle. Alors, sous le régime de l'administration légale, en principe, les actes d'administration sont passés par un seul parent. Les actes de disposition, en principe, ça peut être le juge aux affaires familiales, notamment pour les actes sur des valeurs mobilières, donc sur des actions, pas sur des parts sociales. Ça veut dire que même un enfant mineur hérite d'actions, ou on donne des actions à l'enfant mineur et ensuite on veut les apporter à une holding, ou les vendre, ou les faire vendre, eh bien à ce moment-là, il faut impérativement l'accord du juge aux affaires familiales. Ce qui entrave les opérations, par exemple, de donation-cession. J'étais confronté à l'autre partie, on va dire, et on me dit, mais donation, cession, même sur Royal, vous n'y pensez pas, il faut l'accord du juge. C'est vrai, oui, il faut l'accord du juge. Sauf, vous me connaissez maintenant, 384 du Code civil. Si vous avez écarté dans l'acte de donation préalable à la vente ou à l'apport, si vous avez écarté le régime de l'administration légale, par le 384 du Code civil, eh bien à ce moment-là, il ne faut plus l'accord du juge. C'est fondamental. En principe, tous les actes de donation ou tous les testaments qui sont passés en faveur des enfants mineurs devraient, à mon sens, écarter la règle de l'administration légale pour nommer le tiers administrateur. Sinon, pour la plupart des actes de disposition, donc je rappelle qui entraînent une modification substantielle du patrimoine de l'enfant mineur, eh bien, il faut l'accord des deux parents pour les actes de disposition.
Et s'il y a opposition d'intérêts, en principe entre les intérêts des parents et ceux de l'enfant mineur, eh bien en principe il faut demander la nomination d'un administrateur ad hoc. Et donc ici on est sur la troisième ligne, donation, testament. J'invite systématiquement, en présence d'enfants mineurs, d'écarter le régime de l'administration légale. Et c'est le tiers administrateur que vous allez nommer dans l'acte, et vous pouvez vous nommer vous-même tiers administrateur, puis vous prévoyez éventuellement votre décès ou votre incapacité d'agir, de telle sorte que voilà, vous prévoyez toujours des tiers administrateurs successifs. On ne sait jamais, mais leur mission s'arrêtera de toute façon à la majorité des enfants. Et on peut écarter également le droit de jouissance légal. Ça sera le droit. Alors, vous voyez, quand vous écartez le régime de l'administration légale par le 384 du Code civil, vous écartez normalement également le droit de jouissance des parents. Ça peut être très intéressant, notamment quand les parents sont divorcés ou ne s'entendent plus. Je donne à mes enfants mineurs et j'écarte l'autre parent. En principe, donc, il y a des jurisprudences qui disent que quand on écarte le régime de l'administration légale, en principe, on écarte également le droit de jouissance légale, mais il vaut mieux le préciser. Soit on l'écarte, soit on le maintient. Voilà, hein. Donc j'invite à penser toujours au droit de jouissance légale également. Voilà, et dès lors que vous pouvez très bien confier à l'administration, à l'administrateur, tous les pouvoirs de gestion. Et ainsi, vous écartez le juge aux affaires familiales, quoi qu'il arrive. Vous savez qu'il faut, même lorsque on est placé sous le régime légal de l'administration légale, il faut quand même l'accord de juge pour des actes particuliers qui sont l'apport d'un immeuble appartenant à l'enfant mineur, l'apport d'un fonds de commerce appartenant à l'enfant mineur ou contracter un prêt au nom de l'enfant mineur. Eh bien, avec ça, compte tenu de la rédaction bien sûr du 384, eh bien, vous pouvez écarter l'intervention du juge. Donc, je peux donner même un immeuble ou des actions, puisque on a vu que pour faire apport ou pour aliéner des actions appartenant à l'enfant mineur, il faut le juge des affaires familiales, puisqu'on est dans une SAS, des actions. Eh bien, ici, dans l'acte de donation, on va écarter. Et là, on peut notamment, ça va vous permettre, si c'est utile, de faire des opérations donation, apport, vente ou donation, cession, sans avoir l'accord du juge. À un moment donné, j'étais un client comme ça, mais en face, il me dit « Ah, monsieur Royal, il fait ah. » Je dis « Non, 384. » Bon, et hop, j'ai au moins 100 pages de documentation sur le 384. D'ailleurs, ici, vous avez tout intérêt quand vous faites une telle opération, donation, cession, ou donation, apport, vente, vous avez tout intérêt d'ailleurs à faire un don manuel d'action par rapport à un don notarié dans certaines situations. Pourquoi? Parce que le don manuel échappe au formalisme de l'acceptation. Là aussi, ça peut jouer lorsque vous avez des parents qui ne s'entendent pas. Pour échapper à la règle de l'acceptation de l'autre parent de l'enfant avec qui vous ne vous entendez plus, eh bien à ce moment-là, voilà, le don manuel échappe au formalisme de l'acceptation. Enfin, tutelle, parent décédé, ici les pouvoirs appartiennent au tuteur et la surveillance au conseil de famille et au juge aux affaires familiales. Règles applicables au régime de l'administration légale, on a vu beaucoup de choses ici, donc je vais passer assez rapidement. Donc un seul parent, le parent peut passer seul les actes d'administration et la plupart des actes de disposition, sauf ceux qui requièrent l'accord du juge aux affaires familiales, notamment les actes importants sur les actions. Les deux parents, sinon un seul peut passer les actes d'administration et la plupart des actes de disposition doivent être passés par les deux parents, sauf certains actes de disposition qui sont impérativement soumis à l'accord de juge, sauf si l'administration légale a été écartée.
Voilà. Et l'accord du JAF, donc pour les actes de disposition, on l'a vu, hein, l'apport d'un immeuble ou l'apport d'actions à une holding, par exemple, ou la vente d'actions appartenant à l'enfant mineur. Si l'administration légale, voici les actes obligatoirement soumis à l'autorisation du juge, donc on a vu la vente d'un immeuble appartenant à l'enfant mineur, apporter à la société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, contracter un emprunt au fonds de l'enfant mineur, renoncer pour le mineur à succession, accepter purement et simplement une succession revenant au mineur. Et, huitième point, hein, le dernier point ici, procéder à la réalisation d'un acte important sur des valeurs mobilières. Donc attention pour toutes les transmissions d'actions en présence d'enfants mineurs. Toujours en présence de l'administration légale, voici les actes de disposition qui doivent être passés par un administrateur ad hoc, c'est en cas d'opposition des intérêts entre le parent et l'enfant mineur. Et il y a un décret, le décret de 2008, qui précise quels sont les actes justement de disposition et les actes d'administration. Voici, alors il est particulièrement important, c'est des tableaux, hein, d'ailleurs je vous ai fait ici un résumé, on va voir ce qui intéresse plus particulièrement le droit des sociétés, mais voilà, quels sont les actes de disposition sauf circonstances d'espèce, et le texte ne précise pas quelles sont les circonstances d'espèce, donc méfiance. Donc voici les actes de disposition, tout apport à société, visé à l'article 1, immeuble, fonds de commerce notamment, la détermination du vote sur les ordres de jour suivants. Reprise des apports, modification des statuts, acte de disposition, vous avez vu, qui peut être soumis à l'accord du juge également, notamment lorsque les parents ne s'entendent plus. L'agrément d'un associé, l'augmentation et la réduction de capital, le changement d'objet social, l'emprunt. Vous voyez qu'il y a plein d'actes dans le droit des sociétés qui sont considérés comme des actes de disposition. Là aussi, attention, pourquoi? Parce que vous voyez bien que le dirigeant, eh bien, il peut être empêtré par ces règles légales. Et pour éviter, alors s'il ne fait pas de donation, il ne peut pas écarter l'administration légale, mais pour éviter éventuellement la nomination nécessaire d'un juge, voire la représentation d'un enfant mineur par une personne qui n'est pas associée, alors voici ma pratique, je vous le donne comme ça, mais j'en ai d'autres. Hein. J'ai dit dans le cas où, alors vous avez vu, je crée des actions de préférence de différentes catégories, et il peut y avoir des catégories particulières pour l'enfant mineur, mais je vais préciser dans le cas où l'enfant est représenté par une personne non associée, eh bien, les actions de catégorie C, par exemple, que l'enfant détient, passent en catégorie Z. La catégorie Z, c'est quoi? C'est, en général, c'est une action, c'est 0,1 droit de vote, voilà, et 0,1 droit financier. Vous voyez, voilà. Comme ça, je ne suis pas ennuyé par les tiers. Hein, je rappelle que le risque, il est toujours humain. Voilà. Ou alors, je peux même étendre ça. Et voilà, vous voyez bien que ici, ben, évidemment, il peut voter. Le représentant de l'enfant mineur va voter, mais comme il détient peut-être en tout, peut-être 10 droits de vote, alors que moi, j'en ai 100 000, vous voyez bien que tout le monde vote. Alors, j'ai une deuxième aussi pratique qui fait que dans les SAS, le plus souvent, le client choisit, hein, puisqu'il y a plusieurs options à chaque fois, vous savez que c'est du sur-mesure, le client choisit, je supprime les décisions collectives. Je ne peux pas totalement les supprimer, mais même avec un pacte du trade, vous savez que avec un pacte du trade, qui, je rappelle, je précise, va permettre de pratiquer un abattement de 75% de la base taxable, le droit de mutation à titre gratuit. Mais quand je fais des donations qui portent sur la nue propriété, le texte exige que les pouvoirs de l'usufruitier soient statutairement limités à l'affectation des bénéfices. Certes, mais voyez bien que si dans la SAS, je n'ai plus de décision collective, mais que les décisions sont prises par tel organe, par exemple. Voilà. Vous voyez que comme
ce n'est plus une décision dite collective, les pouvoirs de l'usufruitier sont limités à l'affectation pour ces décisions collectives. Vous voyez que, comme ça, je permets à ce que l'usufruitier conserve les pouvoirs. Donc aussi, attention à la chronologie des opérations si la donation n'a pas été écartée, si la donation n'a pas écarté l'administration légale. Je donne des actions à l'enfant mineur. Oh, j'ai oublié d'écarter l'administration légale. Il faut impérativement que l'administration légale ait été écartée dans l'acte de donation ou dans le testament. Si c'est le testament, je suis mort. Donc ça, c'est un autre problème. Mais si j'ai oublié d'écarter la règle d'administration légale, eh bien, il va falloir recueillir l'accord du juge pour aliéner, pour apporter, pour vendre les actions appartenant à l'enfant mineur. Toujours en présence de l'administration légale, voici les actes interdits même avec l'autorisation du juge, aliéner gratuitement les biens ou les droits du mineur. Je ne peux pas donner les biens, les actions appartenant à l'enfant mineur, acquérir d'un tiers un droit ou une créance contre le mineur. Voilà, je passe. Et l'enfant mineur, alors maintenant voyons plus particulièrement l'enfant mineur et la SAS. Qu'en est-il de l'apport à société, voire de la cession d'actions? Donc le principe, administration légale avec intervention possible du juge aux affaires familiales, l'exception, donation, legs, possibilité d'écarter le régime de l'administration légale. Voilà, le 384 du Code civil. Je vous le laisse lire. Donation d'actions ou autre, un enfant mineur ou non, le parent donateur seul si la donation d'un bien propre sans charge, les deux parents s'il s'agit d'une donation d'un bien commun, ah oui, dès lors que c'est en communauté, il va falloir l'accord de l'autre pour donner. Voilà. Et, si possible, toujours écarter la règle de l'administration légale. Apporter à société des biens appartenant à l'enfant mineur. Donc le tiers administrateur, nommé dans l'acte de la libéralité antérieure, puisque j'ai écarté l'administration légale, je peux seul, éventuellement, bien sûr, décider d'apporter. Donc donation, apport. Vous savez que la plupart du temps, on entend apport en report d'imposition, puis donation. Si on fait la chronologie inverse, qui est peut-être parfois plus intéressante, il faut regarder, pas toujours, ça dépend des situations. Donc j'ai deux solutions, soit apport en report d'imposition, puis donation, 150 0 BTR, ou donation, puis apport. Et avec un avantage pour cette dernière, c'est que la donation efface la plus-value, pour le moment. Encore pour le moment. Donc la donation efface la plus-value, alors que si je fais la chronologie inverse, apport, donation, je vais avoir les contraintes liées au report d'imposition. La donation ensuite, il faut tout de suite penser à apporter, donner, avec une SAS, puisqu'on peut conserver les pouvoirs, et la donation va effacer la plus-value en report d'imposition, dès lors que le donataire conserve les titres 5 ans. Mais, alors, j'ai aussi un avantage pour l'apport donation, même si les contraintes du report d'imposition sont plus élevées que celles de la chronologie inverse donation-apport. Parfois, je recours au report puis à la donation, notamment pour pouvoir appliquer des libéralités graduelles ou résiduelles. Pourquoi? Parce que je peux faire beaucoup de bien à mon client en utilisant les libéralités graduelles ou résiduelles. Elles sont systématiques dans mes actes de donation. Et les actes importants sur les actions, sur les valeurs mobilières, c'est le tiers administrateur dans l'acte de la libéralité qui va passer tous les actes. Donc moi. En résumé, attention aux actes importants sur les valeurs mobilières, notamment sur les actions.
Le juge, en l'absence de donation ou de legs qui écarte l'administration légale. Pas de juge si la donation sous la condition que les biens donnés soient administrés par un tiers. Donc, nommer les tiers administrateurs successifs, soi-même, à défaut. Voyons maintenant, on a vu l'apport. Maintenant, en ce qui concerne, vous pouvez poser les questions au fur et à mesure. Hein. Je vous dis bonsoir, je n'ai pas eu l'occasion de vous dire bonsoir. La donation de titres à un enfant mineur. Donc, donation de titres appartenant en propre à un donateur ou donation de titres appartenant à la communauté. Donation de titres appartenant en propre à un donateur. Donc ici, dès lors que la donation n'est pas assortie de charges, le seul parent propriétaire peut donner sans l'accord de l'autre. Mais là aussi, on a souligné tout à l'heure que la donation doit être acceptée par l'autre parent. Ce qui peut poser, dans certaines situations, des difficultés. Et je confirme que le don échappe au formalisme de l'acceptation. Donation de titres appartenant à la communauté. Attention, ici, l'intervention. L'intervention, c'est plus fort qu'un accord. Hein. Il faut l'intervention à l'acte de l'autre conjoint. Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer entre vifs à titre gratuit de la communauté. L'intervention du conjoint est nécessaire pour donner un bien de la communauté. D'ailleurs, il y a intérêt à préciser dans l'acte si c'est une intervention de l'autre conjoint ou si c'est un accord. Si c'est l'intervention du conjoint, il intervient à la donation, à ce moment-là, c'est une donation conjointe et on peut pratiquer un bien commun, on peut pratiquer les deux abattements. Si c'est simplement le consentement, il n'y a que le seul abattement du donateur, sans récompense. Hein, puisque sans récompense, c'est... on va tenir compte au moment de la liquidation de la succession, divorce, décès, voire changement du régime matrimonial, éventuellement des transferts du patrimoine des biens communs vers les biens propres ou inversement des biens propres vers les biens communs. Donc quand il y a récompense, à ce moment-là, il y a eu un transfert qui va peut-être appauvrir notamment la communauté. Faut-il l'accord des deux parents pour qu'un mineur soit associé? Alors, le comité, le CCRCS, oui, dit que l'accord est nécessaire de l'autre parent, donc pour que l'autre parent puisse être associé. Mais non, sauf 384 du Code civil. Voilà. Si l'administration légale a été écartée, il n'y a pas de nécessité de requérir l'accord de l'autre parent, parce que c'est un acte grave, on a vu, hein, un acte de disposition, un acte grave, qui nécessiterait bien sûr l'accord des deux parents. Et s'il s'agit d'une donation d'un bien commun, ça c'est obligé, il faut impérativement l'accord du conjoint, sinon ça pourrait encourir la nullité de la donation. Pour les actes importants sur les valeurs mobilières, sur les actions, faut-il l'accord du JAF? Oui, il faut l'accord du juge. Mais en principe, non, bien sûr, pas d'accord du juge. Si, et là, attention, parce que j'ai une incertitude, puisque j'ai l'accord du juge pour les actes importants sur les valeurs mobilières, et le texte ne précise pas du tout ce qu'il entend par important. Donc, je cours un risque. Mais là aussi, hein, si l'acte portant sur les actions relève d'une disposition statutaire, par exemple une clause de préemption ou d'exclusion ou de rachat forcé, hein, j'ai toujours ça bien sûr dans mes statuts, on les reverra, ces différentes clauses. La clause de rachat forcé, c'est une clause d'exclusion, avec un prix qui peut être imposé ou non, donc ça oui, on va systématiquement indiquer dans les statuts les modalités du calcul du prix, éventuellement de rachat de l'action en cas d'exclusion, ou d'une décision collective, donc des actionnaires, ou alors, ah tiens, moi j'aime bien la holding, une des applications que j'aime bien pour la holding, c'est éloigner les investisseurs. Évidemment, si les enfants sont
présent au capital de la holding et non pas dans la société opérationnelle qui est une SAS. Et si, par exemple, la holding est une société civile, ou voire une SAS, parce que moi je ne vends jamais les titres de la holding, j'ai plutôt, si je vends, ça va être les titres de la société opérationnelle. Donc si les enfants ou les investisseurs extérieurs d'ailleurs sont éloignés vers la holding, voilà, j'ai plus l'accord du juge à demander. Dès lors qu'un client me dit tiens, je fais rentrer un ami ou private equity, enfin, capital risque ou je ne sais quoi, je dis attention parce que les amis d'un jour peuvent être les ennemis de demain. Donc on a toujours intérêt à les éloigner vers une holding. Ou alors les actions ont été données avec le 384 du Code civil, qui a écarté, bien sûr, l'administration légale. Non, il ne faut pas l'accord du juge, donc, dans ces situations-là. Si l'acte n'engage pas le patrimoine du mineur, c'est très subjectif, l'acte portant sur des actions relève d'une disposition statutaire, donc les actions sont détenues par une holding, et on a écarté l'administration légale dans l'acte de donation. Et je rappelle simplement que l'intérêt de la donation est supérieur à la souscription en direct de l'enfant mineur. Donc, j'ai plusieurs façons à ce que l'enfant rentre au capital de la société. Soit je lui donne des liquidités et j'écarte l'administration légale, je mets le 384, y compris donc si sur les parts qu'il aura souscrit, donc il me faudra jusqu'à ses 18 ans, c'est moi qui vais décider, qui sera administrateur, voilà. Ou alors, je peux aussi souscrire moi-même, puis donner. En général, alors, ici il s'agit d'une SAS, ici la chronologie entre donation de liquidité pour ce que l'enfant souscrive au capital ou que je souscris au capital et je donne. Je préfère d'abord la deuxième, pourquoi? Parce que ça allège les formalités, sans doute, mais ça va être pareil en fait. Et il faut toujours impérativement, dans l'acte de donation, même pour le don manuel, on peut toujours écarter l'administration légale, qu'il s'agisse d'une donation notariée ou dans un pacte adjoint enregistré. Donc ici, la holding, oui, si la société opérationnelle est une SAS et l'enfant mineur hérite sans que dans le testament j'ai précisé écarter les règles d'administration légale, il faudra sans doute à un moment donné recueillir l'accord du juge, mais pas si c'est dans une holding. Une holding société civile, puisque ici la règle de l'administration légale du juge ne concerne que les actions et non pas les parts sociales. Mais même si j'ai une holding SAS, on a vu que je n'ai pas vocation à vendre les titres de la holding, mais plutôt les titres de la société par action, la fille. Donc je vais écarter l'intervention possible du juge. Donc voilà, si les actions ont été données aux mineurs avec désignation d'un tiers administrateur, moi, à défaut, donc donation à un enfant mineur, la donation sans charge, on l'a vu, peut être réalisée par un seul parent. La donation, si elle est notariée, doit être acceptée par l'autre parent ou un autre ascendant. L'acceptation par l'autre parent, on a vu, pouvait poser des difficultés, notamment en cas de divorce. Donc, si ça se passe mal, si le donateur a toujours ses parents, eh bien, oui, les ascendants, les grands-parents peuvent se substituer à l'autre parent pour accepter la donation. Et la donation de biens communs, donc ici, c'est une synthèse de ce que l'on a vu précédemment, intervention, éventuellement, ou consentement du conjoint, forcément s'il s'agit d'un bien commun. La désignation du tiers administrateur, dès lors que l'administration légale a été écartée dans l'acte de donation ou dans le testament, eh bien, peut être désigné comme tiers administrateur le disposant, donc moi, le donateur, une personne morale, notamment, peut être intéressant également, puisque je n'ai pas d'amis éventuellement à qui confier ce rôle de mandataire.
Donc, ouais, une personne morale. Est-ce que, j'ai une question, une interrogation, le mandataire à effet posthume, bon, on a vu précédemment tous les mandats, et vous savez ce que j'en pense, je pense que c'est des mesures fragiles, mais voilà, disons que tout le monde ne partage pas mon opinion. Donc, prévoir le refus ou l'incapacité d'agir et désigner des administrateurs successifs. Préciser ses pouvoirs. Alors, chez moi, il a les pleins pouvoirs, même y compris l'apport d'un immeuble appartenant à l'enfant mineur. Tous les actes. Et vous voyez bien que dans ces conditions-là, on a totalement écarté l'intervention du juge. Et enfin, tutelle, curatelle, majeur et l'enfant mineur. Donc, on a encore ce décret de décembre 2008 qui précise quels sont les actes considérés comme des actes d'administration et comme actes de disposition, ou selon les circonstances d'espèce, quels sont les actes de disposition. Et là, il faut impérativement donc l'intervention du juge des tutelles et du conseil de surveillance. Voilà. Donc, sauf circonstances d'espèce, critères subjectifs. Et je vous ai mis ici une synthèse des tableaux qui considèrent les actes de disposition notamment et les actes d'administration. Donc, et les actes de disposition, si c'est une tutelle, il fera le juge des tutelles. Et voici les actes d'administration et les actes de disposition qui concernent plus particulièrement la société. Et enfin, donc on a vu les actionnaires et les actionnaires ici enfants mineurs, c'était le point 5, et voici le point 6. Alors, je rappelle que ce qui est en italique, c'est des exemples de rédaction. Donc voilà, les sous-signés ont établi ainsi qu'ils suivent les statuts de la SAS. Alors, je précise toujours les associés et usufruitiers, parce qu'on a vu précédemment que l'usufruitier n'a pas la qualité d'associé. Donc si je précise que associé, ça n'oblige que les associés pleins propriétaires ou les nus propriétaires. Donc il faut toujours penser à inclure, si c'est souhaitable, les usufruitiers. On a vu qu'on pouvait prévoir, ce que je fais le plus souvent, on a vu les hiérarchies des décisions dans la SAS. Donc la hiérarchie, je crée une catégorie d'associés, par exemple le fondateur. Ce qui peut être également, cette catégorie peut être intéressante, notamment pour éviter, bon je me passe mot, éviter l'intervention du commissaire aux avantages particuliers. On y reviendra sur ce rapport. Je viens d'en nommer un encore aujourd'hui. Le commissaire aux avantages particuliers. Dès lors que des avantages sont attribués à des personnes nommément désignées, y compris donc des actions de préférence, il faut l'intervention du commissaire aux avantages particuliers, qui veut dire « Ah, attention, il y a des avantages particuliers. Ah, là, vous avez vu, il y a des avantages. » Bon, ils lisent les statuts, puis ils disent « Il y a des avantages particuliers. » Et crac, bon, et c'est facturé, ça. Bon, donc, pour éviter l'intervention, après, ça complique un peu les statuts après, mais bon, puisque les avantages particuliers ne concernent que des personnes nommément désignées, bien, ça ne concerne pas notamment les avantages particuliers accordés à des groupes de personnes. Donc si je crée des groupes de personnes dans les statuts, parce que je suis pressé, parce que le commissaire aux avantages particuliers ça coûte cher, parce que, à ce moment-là, je crée des catégories d'actionnaires, c'est peut-être les parents, l'imagination est au pouvoir, et à ce moment-là, dès lors que je crée des catégories de personnes, eh bien, je n'ai plus l'intervention du commissaire des avantages particuliers parce qu'ils ne sont pas accordés à des personnes nommément désignées. Alors, la création, il m'arrive aussi, ça dépend aussi des situations, il m'arrive aussi de créer des groupes d'actionnaires ou des familles d'associés, tout est possible et imaginable, pourquoi? Parce que dans certaines situations, voilà, j'ai deux grandes familles,
Ils sont associés, c'était des amis à l'origine, ils sont associés, mais ben, il y en a qui décèdent, enfin vous voyez, bon. Bon, c'est à la vie, à la mort au moment de la création, donc à la vie d'abord, mais après à un moment donné ils se disent oula, si tu décèdes, qu'est-ce qui se passe? Bah, tes héritiers, c'est tes enfants, c'est ça? Ah, toi t'es pas marié, t'as pas d'enfants, t'es pas marié, ah bah c'est tes parents et tes frères et sœurs. Ouais. Ben, soit on fait un testament à ce moment-là, mais si on prévoit un testament entre des étrangers, ça fait du 60%, ça fait mal quand même, parfois. Donc voilà une application où je crée des familles d'actions. Alors ça complique considérablement les statuts. Hein. Je crée une famille 1 et une famille A et une famille B par exemple. Pourquoi? C'est pour donner la latitude, l'autonomie, la liberté de chaque famille de pouvoir gérer son capital comme ils le veulent. Alors, on va créer, bien sûr, personne ne peut vendre. Mais voilà, je vous donne un exemple. Bon, ben, ils ont 50-50, mais ils veulent qu'à un moment donné, si lui décède, il faut toujours prévoir hein, quand même... la mort, c'est une certitude, hein, quand même. Hein. Donc, en cas de décès, ben, les héritiers, ben, on va avoir 50% des droits de vote. Donc, dans les statuts, on va peut-être prévoir non seulement le plus souvent le désir est de respecter une égalité entre familles en termes de dividendes, mais j'ai vu des familles qui disent non, 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 il y a pratiquement plus de dividendes si jamais tu décèdes, ça arrive, hein, on fait ce qu'on veut. Hein. Et on va dire que, par exemple, si l'associé fondateur ici décède ou est incapable d'agir, eh bien à ce moment-là, le droit de vote ici, même si c'est 50-50 en capital, eh bien le droit de vote de cette famille B est divisé par 4. Alors, par 2, comme ça, 25. Je ne suis pas mathématicien, donc voilà. Et donc, du coup, ici, le droit de vote va passer à 75. Donc, on va respecter une égalité entre familles en termes de dividendes, mais en termes de pouvoir, ici, l'associé fondateur qui subsiste, eh bien, va conserver tous les pouvoirs jusqu'à son décès. Et une fois qu'il décède, eh bien, on reviendra dans la proportion 50-50 des pouvoirs. Voilà. C'est une préoccupation fréquemment rencontrée lorsque vous avez plusieurs familles d'actionnaires. Et imaginons que celui-ci, il a 3 enfants, celui-ci, il n'a pas d'enfants. Bon, ben, il peut faire d'ailleurs une libéralité éventuellement résiduelle ou graduelle, peu importe. Donc celui-là, je le laisse faire. Mais il a peut-être ici intérêt à créer une holding familiale. Alors que ici, ben, il dit non, moi, la holding familiale, ça ne m'intéresse pas. Et je vais donner à chaque famille la liberté de distribuer la répartition du dividende comme il veut entre les associés chaque année. Par exemple, s'il décide que la holding qui détient 5% du capital ici de la SAS, bien la famille A, donc le dirigeant de la famille A, peut décider que tout le dividende, par une répartition inégalitaire de dividendes avec mes actions de préférence, il va passer directement à la holding. Et je vais expliquer dans les statuts pourquoi. Hein. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si je dis ça comme ça, l'administration fiscale, elle risque de me dire ça, c'est de l'utilisation abusive du régime Murphy. Vous versez un dividende à la holding pour éviter le PFU, donc moi je vous taxe. Donc il faut toujours, à chaque fois, expliquer. Moi j'ai tendance à tout expliquer dans les statuts, de telle sorte que je vais expliquer les motivations économiques qui l'emportent systématiquement. C'est du subjectif, mais j'appuie tellement fort que les motivations économiques l'emportent toujours sur les considérations fiscales. Je vais privilégier, par exemple, le développement de l'outil patrimonial ou commercial, professionnel, grâce éventuellement aux dividendes qui remontent vers la holding. Ou alors, mieux encore, je dis souvent, ne jamais être pressé de faire remonter un dividende dans la holding. Hein. S'il n'y a pas de nécessité, il vaut mieux garder les liquidités
dans la société opérationnelle. Sauf si la trésorerie devient par exemple pléthorique, auquel cas, si on veut appliquer un pacte Dutreil, si la trésorerie est pléthorique, le Dutreil n'est pas applicable. Il va falloir envisager de remonter une partie du dividende vers la holding, mais avec le régime Murphy. Mais j'ai inscrit dans les statuts les motivations économiques qui justifient largement que l'essentiel du dividende soit remonté dans la holding. Et la holding, elle n'est pas fictive. Je sais de quoi je parle. On va dire ça comme ça. Enfin bon. Voilà. Et donc donner à chaque groupe, famille et d'associés l'autonomie, notamment on l'a vu en termes de dividendes, d'organiser les pouvoirs politiques, donc le droit de vote au sein de chaque famille. Vous voyez, je peux très bien dire que dans la famille A, bien un tel, moi, je vais avoir des actions A, lui des B, lui des C, et l'autre famille pourra faire son choix également. Très intéressant. Et lorsque une décision relève de la collectivité des actionnaires, eh bien à ce moment-là, les décisions sont prises chez moi, le plus souvent, à la majorité des droits de vote. Comme je suis titulaire d'actions A qui me donne 100 droits de vote chacune, vous voyez bien que même si je suis propriétaire de 2% du capital, pour les décisions collectives, donc qui sollicitent l'ensemble des associés à participer et à voter, ben voilà, je suis toujours le patron. Merci à vous. Avez-vous des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'aurais une question concernant le 384 qu'on a vu au début de la soirée. Oui. Est-ce que le fait d'écarter les droits enfin, la position légale avec le 384 se conserve si le bien donné change de nature? Oui, alors, ouais, absolument. Absolument. Il faut le prévoir dans l'acte, tous les biens qui pourraient être substitués au... Oui, bien sûr. Vous avez enfin, c'est vous qui pouvez gérer. Vous pouvez décider, par exemple, de vendre ou d'apporter, et donc, eh bien, une substitution, une subrogation du bien. Donc, il faut prévoir que les pouvoirs de l'administrateur s'exercent également sur les biens subrogés. D'accord. J'ai répondu? Merci. Oui. Merci. Il faut préciser dans l'acte. Merci, David. D'autres questions? Je vous remercie. Je vous laisse encore réfléchir si vous avez des questions. Le rythme, ça vous va?